Un délire de petits blancs. C'est en ces termes que certains, dont le QI ne doit pas dépasser celui d'un moineau, ont décrit l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame de Paris 6 jours avant Pâques en l'an de grâce 2019. C'est vrai quoi, pourquoi tant d'émotions ? Notre-Dame de Paris, c'est juste un bâtiment qui a survécu à 1000 ans d'intempéries et d'histoire. Un édifice dont la charpente est tellement vaste que tous les chênes de France ne pourraient pas fournir assez de bois pour la reconstruire. Notre-Dame de Paris, c'est juste l'endroit où Saint-Louis a déposé la Sainte Couronne en 1239, où Napoléon a été sacré empereur par le pape Pie VII en 1804, où on a chanté le Magnificat en présence du général de Gaulle pour célébrer la libération de Paris le 23 août 1944. Notre-Dame de Paris, c'est juste le monument le plus visité au monde. Loin devant la muraille de Chine, le Colisée de Rome, la Statue de la Liberté, les pyramides de Gizeh ou l'Alhambra de Cordoue. 12 millions de touristes y défilent chaque année et leur respiration dégage tellement de gaz carbonique que les sculptures intérieures en sont toutes rongées. Des touristes qui, s'ils n'ont pas toujours le sens du sacré, ont encore assez le sens de la beauté pour vouloir voir ce lieu mythique de leurs yeux et fouler ses dalles de leurs pieds. C'est un édifice qui fait l'objet d'une affection si universelle que des milliers d'Américains ont donné pour sa restauration, à hauteur de 2,5 millions de dollars au total entre 2017 et 2023. Notre-Dame de Paris, c'est juste une des œuvres les plus connues de la littérature française, traduite dans toutes les langues, mise en musique, adaptée au cinéma, au théâtre, transformée en comédie musicale, en dessin animé. Et c'est de cette œuvre de Hugo que j'aimerais parler aujourd'hui. Bienvenue sur La Mémoire Longue, la chaîne où l'on cultive la gratitude envers ceux qui nous ont précédés. Qu'est-ce donc que Notre-Dame de Paris ? C'est d'abord un conte de fées, où les bons sont vraiment bons et les méchants vraiment méchants. Il était une fois un affreux bossu soumis à l'emprise d'un mauvais prêtre, qui tomba amoureux d'une belle bohémienne, laquelle aimait un beau capitaine. Je ne raconte pas la suite, afin de ne pas déflorer l'histoire, au cas où vous ne la connaîtriez pas ou au cas où vous l'auriez oubliée. Mais si vous avez lu Notre-Dame de Paris, vous y avez sans doute reconnu les ingrédients et la trame d'un bon vieux conte de fées dans la lignée de La Belle et la Bête. Mais Notre-Dame de Paris n'est pas qu'un conte pour enfants, c'est aussi un livre d'histoire pour les jeunes de 7 à 77 ans. On y voit le Paris du XVe siècle comme si l'on y était. L'auteur consacre tout un chapitre, long de 30 pages, à nous décrire Paris à vol d'oiseau. D'abord, il nous raconte la naissance et la croissance de la ville. Je cite, « Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. Puis, trop à l'étroit dans son île, Paris passa l'eau. Peu à peu, le flot des maisons, toujours poussé du cœur de la ville au dehors, déborde. Les maisons, enfin, sautent par-dessus le mur de Philippe Auguste, s'éparpillent joyeusement dans la plaine. » Sous la plume de Victor Hugo, conteur né, Paris et chacune de ses maisons deviennent des personnages. On reste dans le conte de fées. Qui n'aurait aimé avoir un professeur d'histoire pareil à l'école ? Puis, après nous avoir conté l'histoire de la ville, Hugo fait surgir Paris devant nous, tel qu'il était en 1482. Hugo, comme un véritable guide, nous fait prendre un escalier et monter avec lui jusqu'en haut d'une des tours de Notre-Dame, où on arrive tout essoufflé et d'où l'on voit, je cite, « tout un éblouissement de toits, de cheminées, de ponts, de places, de flèches, de clochers. » Fin de citation. Et Hugo entre dans les détails. Par exemple, je cite, « à droite des tournelles, cette botte d'énormes tours d'un noir d'encre, entrant les unes dans les autres, et ficelée pour ainsi dire par un fossé circulaire, ce donjon beaucoup plus percé de meurtrières que de fenêtres, ce pont-levis toujours dressé, cette herse toujours tombée, c'est la Bastille. Ces espèces de becs noirs qui sortent d'entre les créneaux et que vous prenez de loin pour des gouttières, ce sont des canons. » Fin de citation.
Vraiment, on s'y croirait. Quel génie de la description. Et le professeur Hugo, poursuivant son cours, décrit, analyse et commente le développement de Paris jusqu'à son époque, c'est-à-dire 1830. Puis il invite ses contemporains à comparer en esprit le Paris de leur temps à celui de 1482. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la comparaison n'est pas à l'avantage du Paris moderne. Je cite, « Le Paris actuel n'a aucune physionomie générale, c'est une collection d'échantillons de plusieurs siècles et les plus beaux ont disparu. La capitale ne s'accroît qu'en maisons, les monuments y deviennent de plus en plus rares et il semble qu'on les voit s'engloutir peu à peu, noyés dans les maisons. Nos pères avaient un Paris de pierre, nos fils auront un Paris de plâtre. » Fin de citation. Deux réflexions ici. Premièrement, c'est grâce à des gens comme Victor Hugo qui ont attiré l'attention sur la beauté de la cathédrale Notre-Dame et des derniers vestiges du Moyen-Âge à Paris qu'on a cessé de les détruire et que nous pouvons voir aujourd'hui encore à peu près intacts, Notre-Dame bien sûr, mais aussi des édifices comme l'hôtel de Cluny, devenu musée du Moyen-Âge, ou l'église de Saint-Germain-des-Prés. Deuxième réflexion, il serait bon que les gens qui ont la charge de l'urbanisme des villes de France aujourd'hui, on peut penser à Paris, mais aussi à une ville comme Le Mans, dont la cathédrale Saint-Julien et la vieille ville aux rues pavées, aux maisons à colombages et aux murailles de granit, toutes magnifiques, c'est là qu'on a tourné le film Cyrano de Bergerac, soit dit en passant, ont été défigurées par une espèce de gros cube rose qui se veut un palais de justice et par une sorte d'énorme abribus aux parois vitrées censé abriter des salles de spectacle. Bref, il serait bon que nos responsables prennent conscience de la beauté, de la valeur et de la fragilité du patrimoine dont ils ont la charge et certainement pas la propriété. Fin de parenthèse. Donc, dans Notre-Dame de Paris de Hugo, on apprend l'histoire. Outre Paris et Notre-Dame, on y voit Louis XI, qui rend visite à un captif enfermé à la Bastille. C'est l'occasion d'admirer, je cite, une de ces fameuses cages à prisonniers d'État qu'on appelait « fillettes du roi », avec aux parois 2 ou 3 petites fenêtres, si drûment treillissées qu'on n'en voyait pas la vitre. Fin de citation. Bref, comme dans tout roman historique bien fait, on a le plaisir de reconnaître 2 ou 3 personnages célèbres dont on avait seulement entendu vaguement parler à l'école et qu'on voit maintenant en chair et en os. On a aussi la chance de voir, comme si l'on était transporté 5 siècles en arrière, des ambassadeurs flamands, des mendiants, des juges, un bourreau, un mystère, l'élection du pape des fous, une mise au pilori et une expérience alchimique. Une vraie machine à remonter le temps où l'on s'instruit comme en voyage. Et en même temps, on s'amuse, car Notre-Dame de Paris est une œuvre de jeunesse de Hugo, composée à moins de 30 ans, et cela se sent. Le ton est drôle, léger, désinvolte. Et ce, dès la première scène, qui ne tombe pas n'importe quel jour, mais un 6 janvier, jour de la fête des fous, prétexte à toutes sortes de bouffonneries, dont un concours de grimaces, que Quasimodo remporte à l'unanimité par la seule laideur de son visage. Tout au long du livre, Hugo est d'humeur tellement moqueuse qu'il lui arrive même de nous taquiner, nous lecteurs. Quand vient le temps de reparler de Maître Gringoire, dont la pièce de théâtre a été interrompue par l'irruption d'un cardinal et d'une ambassade flamande qui capte tout l'intérêt de la foule, Hugo écrit, je cite, « Certes, le spectacle est curieux et mérite bien l'attention des spectateurs. Mais là-bas, tout au bout, qu'est-ce donc que cette espèce de tréteau avec 4 pantins bariolés dessus? Qu'est-ce donc, à côté du tréteau, que cet homme à sous-quenille noire et à pâle figure? Hélas, mon cher lecteur, c'est Pierre Gringoire et son prologue. Nous l'avions tous profondément oublié. » Hugo multiplie aussi les jeux de mots et les bons mots. Donnons un exemple de jeu de mots. Au début de l'histoire, des ambassadeurs flamands, qui sont de vulgaires roturiers,
viennent à Paris pour conclure le mariage entre le dauphin, l'héritier du roi de France donc, et Marguerite de Flandre. Ils sont reçus par un cardinal français et son entourage qui, habitués à fréquenter des nobles raffinés, sont choqués par les façons grossières de ces ours flamands. Un abbé parisien dit donc au cardinal « Votre éminence perd ses politesses avec ces groins flamands. Margaritas ante porcos, c'est-à-dire des perles devant des pourceaux. » On reconnaît ici un proverbe tiré de l'Évangile. « Nolite mitere margaritas ante porcos » ne jetez pas des perles aux pourceaux, autrement dit, ne gaspillez pas votre politesse avec ces rustres. Dites plutôt, répondit le cardinal avec un sourire, porcos ante margaritam, c'est-à-dire des pourceaux avant Marguerite, puisque la visite des ambassadeurs flamands annonce et précède celle de Marguerite de Flandre. Joli jeu de mots de Hugo, qui joue à la fois sur l'ambiguïté du mot Margarita, lequel à l'origine, avant d'être un prénom féminin, voulait dire perle en latin, et sur le double sens de la préposition ante, qui peut vouloir dire à la fois devant et avant. C'est l'occasion de rappeler que Hugo avait une connaissance pointue du latin et de la littérature romaine. Pour l'anecdote, vers la fin de sa vie, il confiait connaître environ 5000 vers de Virgile, par cœur, l'équivalent de la moitié de l'Énéide. On sous-estime aujourd'hui à quel point une bonne connaissance du latin et une pratique intense pendant des années à l'école de la version et du thème latin, c'est-à-dire un va-et-vient constant entre le français contemporain et l'ancêtre du français, favorisait la maîtrise du français. Rares sont les élèves, bien sûr, qui atteignaient la virtuosité verbale, qui est proprement prodigieuse, de Victor Hugo, mais apprendre le latin dès l'enfance et continuer à le pratiquer pour son plaisir toute sa vie permet certainement d'acquérir une maîtrise incroyable du français et donc de la capacité à converser, à séduire, à charmer, à convaincre et à raisonner. Inversement, même un génie comme Victor Hugo, s'il n'avait pas connu et lu assidûment tout au long de sa vie, de façon quotidienne, les grands auteurs latins comme Virgile, Horace ou Juvénal, même Hugo n'aurait sans doute jamais été le grand écrivain qu'il a été. En tout cas, il n'aurait jamais eu l'idée de bien des traits d'esprit qui parsèment Notre-Dame de Paris. Je me demande parfois combien d'écrivains on perd à ne plus enseigner sérieusement le latin à l'école. Si encore on enseignait les mathématiques à la place et qu'on gagna des ingénieurs en retour, je ne dirais pas. Mais il semble, d'après les statistiques, qu'on manque aussi d'ingénieurs. Bref, la France ne forme plus ni grands poètes ni grands ingénieurs. On se demande ce que les enfants apprennent à l'école à raison de 7 heures par jour, tous les jours de semaine, pendant 12 ans. Mystère. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire au ton souvent comique de Notre-Dame de Paris, et donnons un exemple de bon mot. Vers la fin de son livre, juste après avoir écrit qu'un certain personnage, assez secondaire d'ailleurs, fit une fin tragique, Hugo écrit à propos d'un autre personnage, lui aussi fit une fin tragique, il se maria. Madame Adèle Hugo, née Fouché, qui a donné 5 enfants à notre poète national préféré, a sûrement apprécié. Mais bref, dans Notre-Dame de Paris, Hugo crée une atmosphère de farce bien digne des fabliaux, du roman de renard et des bouffonneries de notre cher Moyen-Âge. Enfin, ce qui fait de Notre-Dame de Paris un livre si réussi, à la fois si instructif et si divertissant, c'est que l'idéologie ne vient pas gâcher la fête. En juillet 1830, quand Hugo entreprend la rédaction de Notre-Dame de Paris, il est encore monarchique. Je ne dis pas monarchiste, ce qui en ferait le partisan d'une cause, le classerait dans un parti et nous ferait tomber dans le parlementarisme. Je dis monarchique, c'est-à-dire qu'il vit sa vie, exerce son métier, aime sa femme et ses enfants, paie ses fournisseurs,
s'acquitte de ses obligations envers ses amis et laisse le soin des grandes affaires du monde au roi et à la Providence. Il n'a pas encore glissé, comme toute la France le fera au cours du XIXe siècle, d'une société à l'ancienne, structurée par des ordres, des corporations, des coutumes, des liens familiaux, féodaux, paroissiaux, communaux, municipaux et amicaux, à une société déstructurée où les individus atomisés, les familles éclatées, les enfants réduits à eux-mêmes, se laissent transformer en militants par des chefs de parti avides de pouvoir, où les citoyens deviennent victimes d'une propagande partisane permanente qui prend possession des esprits comme une obsession, comme un démon peut le faire, au point de corrompre la joie de vivre, de faire perdre le goût de l'amitié, d'obséder la pensée et de conditionner les réflexes de tous les instants, et de faire de la vie une torture individuelle et collective. En 1830, à la charnière de la Restauration et de la monarchie de Juillet, Hugo est à l'image de la France. Il est encore jeune, léger, désinvolte, et ce qui domine chez lui, c'est la joie de vivre, c'est la gaieté gauloise, c'est l'esprit de Rabelais, de Régnier et de La Fontaine. Même quand il se fait idéologue, et qu'on sent poindre les causes qui lui tiennent à cœur, il n'en parle pas en militant, mais en poète. Par exemple, le souci de la peine de mort, dont l'abolition sera une des grandes causes du Hugo politique, est déjà présent dans Notre-Dame de Paris. Mais pas comme une cause politique, pas sous forme de prêche ou de harangue, mais comme une vision, celle des gibets qui font horreur. À commencer par Montfaucon, je cite, « le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume, qui découpe un horrible profil sur le ciel. La nuit surtout, quand il y avait un peu de lune, ou quand la bise du soir froissait chaînes et squelettes et remuait tout cela dans l'ombre. Il suffisait de ce gibet présent là pour faire de tous les environs des lieux sinistres. La question de la peine de mort est posée au lecteur, mais l'auteur n'impose aucune réponse. L'image sublime l'opinion. La poésie, c'est-à-dire la vie dans toute sa richesse, prime l'étroitesse partisane. Tout au plus, Hugo glisse-t-il, je cite, « C'est une idée consolante, disons-le en passant, de songer que la peine de mort qui, il y a 300 ans, encombrait encore de ses roues de fer, de ses gibets de fer, de tout son attirail de supplices permanents et scellés dans le pavé, la grève, les halles, la place Dauphine, la croix du Trahoir, le marché aux pourceaux, ce hideux Montfaucon, la porte Saint-Denis, Champeau, la porte Baudet, la porte Saint-Jacques, n'est plus, dans notre immense Paris, qu'un coin déshonoré de la grève, qu'une misérable guillotine, furtive, inquiète, honteuse, qui semble toujours craindre d'être prise en flagrant délit, tant elle disparaît vite après avoir fait son coup. » Fin de citation. Rien de plus, une touche légère. Hugo, très loyalement, ne profite pas de l'attrait que peut exercer son œuvre pour injecter le poison d'une idéologie à son lecteur, pris dans la toile de son conte de fées. Il n'abuse pas de son pouvoir d'écrivain pour exercer une emprise, pour convertir à une religion. Et c'est pour cela aussi qu'à la différence d'œuvres plus tardives, si idéologiques, comme Les Travailleurs de la mer ou 93, qui personnellement me tombent des mains au bout de quelques pages, j'aime autant Notre-Dame de Paris, Les Misérables étant entre les deux. J'aime beaucoup Les Misérables, mais je dois sauter quelques pages idéologiques. Dans Notre-Dame de Paris, je ne veux pas manquer une seule phrase. Hugo, à 30 ans, n'a pas encore attrapé l'esprit de sérieux qui corrompra ses œuvres les plus tardives. Il n'a pas encore contracté cette manie de donner son opinion à tout bout de champ et de prêcher son lecteur, manie qui rendra ses œuvres de moins en moins lisibles, ses plaisanteries de moins en moins drôles, pour aboutir à ces grosses blagues sur les préjugés et les superstitions qui polluent les premières pages des Travailleurs de la mer, et m'ont quant à moi coupé l'appétit de lecture avant la fin du premier chapitre. Dans Notre-Dame de Paris, l'opinion politique ne déteint pas sur le récit, et encore moins sur les personnages, qui restent drôles, attachants,
gouvernés par leur passion, leur innocence ou leur vice, bref, humains. De même qu'on imagine mal Hector ou Achille se lancer tout à coup dans une tirade sur les mérites ou les défauts des institutions troyennes, de même, il ne vient pas à l'idée de Quasimodo de proférer une harangue contre le pouvoir de l'Église ou la royauté. L'idéologie reste cantonnée à quelques digressions. Et même les digressions restent poétiques, visionnaires. Par exemple, Hugo consacre tout un chapitre à expliquer comment le livre est appelé à détrôner l'architecture. Dans un raccourci, il explique comment l'architecture était l'art de l'humanité enfant, tandis que le livre est l'art de l'humanité adulte. C'est peut-être simple, et même simpliste, mais en donnant un sens unique à l'histoire de l'art, Hugo nous permet d'embrasser 30 siècles d'un seul coup d'œil. C'est un peu comme l'historien Michelet, jeune contemporain de Hugo. Le fil directeur que Michelet donne à l'histoire de France est peut-être un peu grossier, mais il permet de suivre sans peine la destinée d'un peuple, depuis la Gaule jusqu'à la Révolution, en passant par les croisades, si bien que le lecteur peut comprendre, garder à l'esprit et se remémorer ensuite l'essentiel, condensé dans une vision. En conclusion, Notre-Dame de Paris est sans doute l'œuvre en prose la plus pétillante, la plus drôle et la plus enlevée de notre cher Hugo. Elle est aux Misérables ce que les orientales sont aux Contemplations, un chef-d'œuvre de légèreté, un mélange parfait de contes de fées, de romans historiques et de comédies. On peut aimer d'autres auteurs français plus que Hugo, comme on peut préférer la cathédrale de Reims ou celle de Chartres ou celle de Strasbourg à la cathédrale de Paris. Mais Hugo est au centre de notre littérature comme Notre-Dame est au centre de la cité, qui est au milieu de Paris, qui est la capitale de la France. Et c'est sans doute un signe des muses que le premier roman à succès de Hugo, celui qui l'a rendu célèbre avant l'âge de 30 ans, et qui aujourd'hui encore, autant et peut-être plus que Les Misérables, reste son œuvre la plus connue, la plus lue, la plus jouée et la plus adaptée, est justement pour héroïne et pour titre le monument qui s'élève au centre de la France, Notre-Dame de Paris. Pas mal, pour un petit blanc. On comprend que ça fasse des envieux. On comprend que certains jaloux ne puissent se retenir de cracher leur venin quand nous exprimons notre émotion, notre désarroi devant une cathédrale qui brûle. Comme l'écrivit Hugo lui-même 20 ans après Notre-Dame de Paris dans Les Contemplations, je cite, « Je me suis étonné d'être un objet de haine, ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé. » Et Hugo ajoute, « Ah, Seigneur, ouvrez-moi les portes de la nuit, afin que je m'en aille et que je disparaisse. » Je dirais quant à moi, « Seigneur, ne nous ouvrez pas encore les portes de la nuit. Ne nous faites pas encore disparaître. Votre peuple de France aimerait vivre encore un peu, quelques années, quelques décennies si possible. Nous n'aurons pas l'arrogance, la folie de vous demander encore quelques siècles et encore moins l'éternité. De toute façon, ce n'est pas de notre ressort. Dans l'avenir, cela incombera à nos descendants, si nous en avons et qu'ils nous survivent, de vous demander un répit, une prolongation, une remise de peine. Nous ne pouvons œuvrer qu'au présent, et c'est donc pour le présent seul que nous vous demandons force et courage. Mais oui, pour quelques décennies encore, nous aimerions parler la langue de Hugo, lire ses livres dans l'original, et non pas en anglais, en chinois ou en arabe. Nous aimerions pouvoir encore admirer les tours de Notre-Dame, son profil et son chevet. Cela nous plaît tant de la voir, surtout le matin, depuis le quai de la Tournelle, émergeant de la brume, légère comme une libellule au milieu du fleuve, tandis que des rayons roses éclairent la rosace de son transept, la finesse de ses arches et la crête de ses toits. Et puis, nous aimerions nous recueillir encore, sous des voûtes en ogive ou en berceau, devant l'autel d'une de ces merveilleuses cathédrales dont nos ancêtres ont laborieusement et généreusement enluminé les villes de notre chère patrie. Puissions-nous y puiser la force de continuer.